4 avril 2001. Paul Heyman, personnage clé du catch hardcore, annonce la fermeture de la ECW. La fédération de l'extrême, endettée de presque 9 millions de dollars, n'a pas d'autre choix que de vendre la compagnie. En 2003, après plusieurs références à la ECW, la WWE rachète les droits et les biens de la fédération créée par Todd Gordon. Paul Heyman se verra offrir un contrat par la compagnie de Vince McMahon dès 2001. Commentateur, puis manager de Brock Lesnar, l'ancienne grande figure de la ECW semblait bien établi dans la fédération dominante des années 90. Mais en décembre 2004, un investisseur anonyme fait surface, faisant le pari fou de créer la plus grande fédération de tous les temps avec un apport de seulement 1 million de dollars. Un seul homme a les cartes en main pour mener à bien le projet nommé Elite. Paul Heyman. Ce dernier se voit donc confier la All Elite Wrestling. Paul Heyman, businessman et booker émérite, décide de tout miser sur le catcheur indépendant. Les stars indie et les jeunes loups prêts à se faire un nom dans la fédération de la révolution. La All Elite Wrestling est née. Bonjour YouTube, comment ça va? J'espère que vous allez tous très bien, ravi de vous retrouver pour l'épisode numéro 66 de notre carrière avec la All Elite Wrestling, toujours sur TEW 2016. Je suis très heureux de vous souhaiter une belle et merveilleuse année 2010, puisque oui, on refait l'histoire grâce à cette série. On a créé la Fédération de l'Élite en janvier 2005, on est aujourd'hui en janvier 2010, on fête donc les 5 ans de notre aventure qui est loin d'être terminée, et on soufflera cette 5e bougie officiellement lors du 3e Dynamite de ce mois de janvier 2010. Forcément au programme de cette vidéo, le booking complet du premier mois de cette nouvelle année, 66 épisodes, et ce n'est pas fini puisqu'on est qu'aux prémices de ce que je veux réaliser pour votre plus grand bonheur, vous les fans de cette série, puisque oui, l'objectif est de devenir numéro 1 au ranking et de faire de la All Elite Wrestling la plus grande fédération de tous les temps, même si on n'est bien évidemment pas encore là, étant donné que vous le voyez, on est seulement en size occulte et seulement 10e au ranking, et forcément l'objectif de ce premier mois de l'année 2010, ça va être de démarrer l'année comme il se doit, faire un bon début avec de bons shows, histoire de placer sur de bons rails cette bonne vieille All Elite Wrestling. À la fin de la dernière vidéo, je vous avais parlé de ce traitement des moral issues de certains catcheurs et de certaines catcheuses. Alors pas de tous bien évidemment, parce que certains sont un peu moins importants que d'autres, des Bob Holly, des Scott Steiner, des Ken Anderson, des Austin Harris, Chris Canyon ou même bien évidemment de Chuck Palumbo. Même s'ils font la tronche, c'est pas trop grave dans le sens où ils sont pas vraiment importants dans le dispositif de la All Elite Wrestling. Le seul catcheur que je voulais vraiment contenter et qui malheureusement n'a pas répondu autant positivement qu'espéré, c'est Cody Rhodes. Pourtant je lui ai filé quand même 2 bonus de 5 000 $, c'est-à-dire au total 10 000 $, et le bonhomme continue à faire la gueule, et je vous avoue que j'ai pas vraiment envie de me mettre dans le rouge pour les beaux yeux de Cody Rhodes, même si on est quand même plutôt pas mal financièrement. 1 760 000 $ dans les caisses, 135 000 de profit la semaine dernière, ou plutôt le mois dernier, dans notre réalité virtuelle, et cet argent il sera important de le conserver puisque la size nationale elle va arriver plus vite que l'on ne le croit, et il va falloir avoir les reins solides parce qu'on risque de perdre de l'argent au moment où on passera cette fameuse size nationale qui nous ouvrira peut-être d'autres deals, notamment TV. On s'était laissé lors du dernier épisode sur bien évidemment le dernier Dynamite du mois de décembre 2009 et même de l'année 2009, avec un main event qui a vu les Gentlemen, Claudio Castagnoli et Bobby Roode vaincre Steve Austin et John Moxley et récupérer les titres de champion du monde par équipe qu'ils avaient momentanément perdus lors du pay-per-view Blood and Guts. Steve Austin, John Moxley, on l'a vu lors du mois de décembre, ils ne sont pas sur la même page, pas sur la même longueur d'onde, et forcément ça leur a coûté un peu, on va pas se le cacher, durant ce match, les impliquant face aux Gentlemen. Avant de rentrer dans donc le vif du sujet, de traiter des incidents backstage et bien sûr de booker les premiers shows, vous le savez, comme dans chaque début d'année, on va faire un petit tour sur le prix 500 qui a été remporté cette année par Triple H. Triple H, bien sûr pensionnaire de la WWE, si je ne dis pas de bêtises, et même pas la New Japan Pro Wrestling. Il est signé là-bas en qualité de main eventer, même s'il n'est pas champion. Triple H devant CM Punk qui est, si je ne dis pas de bêtises, également quelqu'un qui fait partie de la New Japan Pro Wrestling. La New Japan Pro Wrestling, ils ont raflé toutes les récompenses
pense. Brock Lesnar également est présent dans le top 5 après avoir gagné le Puy 500 en 2008. Et forcément, vous l'imaginez, ce qui est très intéressant, eh bien, c'est de savoir où sont présents nos représentants de la All Elite Wrestling, parce que, eh ben, on va pas se le cacher, c'est quand même ce qui nous intéresse le plus avec Samoa Joe, qui est le premier représentant de la Fédération de l'Élite, 47e position, il perd par rapport à l'année 2008. Colt Cabana est 50e, grosse progression. Bryan Danielson est 84e, petite régression, mais en même temps, c'est vrai qu'on l'a pas beaucoup fait catcher, dû au fait qu'il prépare un combat de MMA. Doug Williams est 91e, petite progression aussi. Chris Benoit est 134e, on est en régression. Kevin Steen est 150e, une régression aussi par rapport à l'année 2008. Claudio Castagnoli est 159e, un peu moins bien qu'en 2008. Kazuchika Okada est en grosse progression par rapport à l'année précédente, 164e. Bobby Roode 181e, grosse progression aussi. Beji James est 203e, petite progression également. Austin Harris, lui aussi, est sur la pente ascendante, il est 204e. Et Generico, qui est 205e, petite régression malheureusement pour lui. Scott Steiner, 242e. Scott Steiner, on le sait, c'est un vieux de la vieille, c'est vrai que ça va que régresser malheureusement. Kip James, 246e, qui stabilise même si c'est une légère régression. Chris Canyon est 251e, qu'on n'a pas beaucoup utilisé, on va pas se cacher, au sein de la fédération. Tyler Black est 253e, régression aussi pour lui. James Storm 254e, 256e pour John Moxley. Travis Sewell est 257e, décidément. Il y en a quand même pas mal dans ce top 250 à frôler cette barrière. Rick Steiner est 261e, Drew Galloway 269e, il fait son entrée bien évidemment dans le Puy 500. Drew Galloway, où est-il derrière Drew Galloway? Je l'ai perdu, aïe aïe aïe, qu'est-ce qui se passe? Suivi de Lisa Marie Varon, 270e. Ah là, que demande le peuple? Brandon Tomaselli est 272e, Nick Nemeth est 274e. Ted DiBiase Jr. 317e, Mike Mizanin 324e, Cody Rhodes 340e, Kota Ibushi 342e, Jetta 355e. Jetta qui est un peu moins bien classé que Lisa Marie Varon. Quand même assez surprenant parce que Jetta, elle a quand même 2 règnes de championne cette année. Vito Tomaselli est 366e, 374e pour Rebecca Knox qui a une grosse progression par rapport à l'année 2008. Sheamus est 379e, grosse progression aussi. Sterling James Keenan 386e, Ian Rotten 397e, 399e pour Axel Rotten, son frère qui le suit de très près. Chris Hero est 402e, Nike Neidhart qu'on a commencé à utiliser en fin d'année dernière, notamment lors de ce dernier mois, est 412e. Peut-être une grosse progression en vue de l'année qui suit. Reign est 415e, pardon, elle qui, on rappelle, est une ancienne championne TBS. Amazing Kong est 444e, qu'on n'a pas beaucoup utilisé, grosse régression. Chuck Palumbo 446e, et Lacey est 448e. Mais non, ce n'est pas fini, puisque Gail Kim est 462e, et Sweet Saraya 487e. Et au niveau des femmes, qui a terminé numéro 1? C'est Trish Stratus. Pas beaucoup de surprises, parce que Trish Stratus, on va pas se le cacher, c'est quand même la femme numéro 1 dans le business. Trish Stratus, voilà, pour vous donner un peu un ordre d'idée, elle est la femme de l'année depuis 2005 sans discontinuer. Voilà, c'est vous dire à quel point elle est vraiment au-dessus du game. Pourtant, elle a plus gagné un championnat depuis 2004. C'est vous dire, ça fait quand même plus de 5 ans qu'elle n'est pas devenue championne, mais voilà, que voulez-vous, Trish Stratus, avec les performances qu'elle fait et le record qu'elle doit avoir à la WWE, et ben elle est encore capable de truster les premières positions. Lisa Marie Varon est 2e, voilà, faut pas se le cacher, c'est aussi une bonne performance. Ami Doumas, qui était libéré par la WWE, qui pourrait être intéressant aussi pour nous, est 277e et donc 3e chez les filles. Et puis Jetta, ben elle est un peu hors du top 5, mais Jetta, rassurez-vous, on va arriver à la construire dans les semaines et les mois qui arrivent pour pourquoi pas avoir aussi une fille capable d'être femme de l'année en fin de saison. Pas d'incident backstage, alors qu'on voit que Rami CBI catch autre part ce soir. Bon, pas forcément beaucoup d'utilité pour Rami CBI ce soir, en espérant qu'il soit quand même disponible dans les prochaines semaines. Bryan Danielson toujours en train de s'entraîner pour son combat de MMA, et puis Michel McCool, bien sûr, qui est en train tranquillement de préparer sa maternité à venir. Pas d'incident, je boucle le show de mon côté, on en parle juste après, ne bougez pas. Nous sommes au TX Anthony, pavillon devant 7748 pèlerins, si je n'ai pas écorché ce nom d'arène à coucher dehors avec un billet de logement. Nous sommes bien sûr dans le Midwest, là où nous sommes le plus populaire. On démarre avec un gros 86 de rating, histoire de bien démarrer le premier segment de l'année 2010 avec un John Moxley remonté comme un coucou qui prend le micro, qui est au centre du ring et qui demande ce soir à avoir Tyler Black
dans le ring, one-on-one, il veut ses mains sur Tyler Black, qui, on le rappelle, la raison du pourquoi ils ont perdu la semaine dernière avec Steve Austin, les championnats par équipe au détriment de Claudio Castagnoli et de Bobby Roode. Jon Moxley, il en peut plus, Jon Moxley, il est frustré, il veut dégager cette frustration, il veut impérativement se soulager de ça, seulement, et bien ce soir, ça ne sera pas possible puisque Ric Flair, qui va faire son arrivée avec Maryse, pour un peu de sex appeal, Claudio Castagnoli et Bobby Roode, bien évidemment, avec les ceintures de champion par équipe, pour chambrer Jon Moxley, Ric Flair annonce que ce soir, dans le main event, Tyler Black va recevoir son rematch pour le titre TNT face à Kevin Steen et que Jon Moxley va devoir patienter avant de mettre ses mains face à Tyler Black, ce qui fait beaucoup sourire Ric Flair, Claudio Castagnoli, Bobby Roode et Maryse, et ce qui énerve encore un peu plus Jon Moxley. 86 de rating, écoutez, tout s'est bien passé durant ce segment, même si la storyline, pardon, la gimmick de Claudio Castagnoli, je vais y arriver, commence à stale un peu, c'est-à-dire qu'elle ne progresse plus. Bref, un bon angle pour démarrer le show, et la storyline Austin Want His Revenge avance avec ce segment. James Storm face à Nick Nemeth, c'est le match bien évidemment qu'on avait teasé lors du dernier épisode pour le dernier show de Dynamite. James Storm, Nick Nemeth. Ce match a beaucoup d'importance puisque le vainqueur de ce combat obtiendra un match de championnat intercontinental la semaine prochaine. Et James Storm face à Nick Nemeth, et ben écoutez, c'est pas si bien, ça fait seulement 67 de rating. J'ai laissé pourtant du temps, 15 minutes 22. J'ai mis ce match en qualité de storytelling et on a des prestations in-ring très moyennes, 61 de Nick Nemeth, 66 de James Storm. Je m'attendais quand même à ce qu'il passe les 70, mais ça fait quand même un match décent, une note décente. Victoire de James Storm sur Nick Nemeth, 15 minutes 22 de combat, après un pinfall et le 8 second ride. James Storm qui bat donc son pote Nick Nemeth et bien évidemment celui qui a été son partenaire pendant un nombre de mois assez important, notamment du côté de Rampage quand Nick Nemeth était en rivalité avec la clique, bien sûr, des Mo Niemans. James Storm, nouveau challenger numéro 1 au titre intercontinental de l'ami Kevin Steen. Rena Mero est dans le ring et elle est accompagnée de Doug Williams et de Jetta. Oui, retour publicitaire. Jetta, Doug Williams hué bien évidemment et Doug Williams va forcément, vous l'imaginez, se vanter de la victoire qu'il a obtenue face à Samoa Joe la semaine dernière, sans mentionner bien sûr l'intervention de Jetta. Il continue à avoir un record positif, il n'a plus perdu un match depuis bien évidemment ce Last Man Standing match face à Samoa Joe lors d'AEW Bash at the Beach au mois d'août dernier. Et oui, vous vous rendez-vous compte, ça fait des mois qu'il est invaincu, des mois que le bonhomme a le vent en poupe. Jetta forcément qu'en fait des caisses, vous l'imaginez, seulement ça plaît pas à deux personnes. D'abord Samoa Joe qui avait voulu mettre ses mains sur Doug Williams, qui aurait voulu profiter de l'opportunité pour lui arriver les épaules et se replacer éventuellement dans la hiérarchie et pourquoi pas dans la course au titre mondial. Malheureusement, le coup de Trafalgar de Doug Williams en a décidé autrement puisque Samoa Joe remontre les images. Jetta a bien sûr intervenu dans ce combat, forcément il veut la peau de Doug Williams. Natty Neidhart fait elle aussi son arrivée en disant que si Samoa Joe veut avoir un impact ce soir et avoir la peau de Doug Williams, Natty Neidhart, elle se ferait un plaisir et vient de battre ce soir Jetta puisque la semaine dernière Jetta avait pas réussi à épingler Natty Neidhart en moins de 10 minutes, elle qui pensait que Natty Neidhart ne pourrait pas tenir 10 minutes dans le ring face à elle. Natty Neidhart, elle aussi, elle veut éventuellement pouvoir croiser le fer avec Jetta, et tout ce beau monde va être content parce que Paul Heyman annonce, et oui, d'emblée, qu'il y aura ce match Natty Neidhart Samoa Joe face à Doug Williams et Jetta, tout de suite, maintenant, parce que tout le monde est en tenue, et puis Paul Heyman, il sent que c'est le meilleur pour le business, le public est fou, 76 de rating, tout le monde est content. Jetta a très bien performé, tout comme Doug Williams, tout comme Natty Neidhart, c'est quand même intéressant de le voir, et tout comme Samoa Joe qui a vraiment été très très bon durant ce segment, Paul Heyman aussi, et les storylines avancent, gagnent le hit, c'est magnifique. Le match nous fait un énorme 79 des familles. Pop, 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 pop. Ah oui, quand même, là on est allé très très loin, on a laissé du temps, 10 minutes. Voilà, format TV, histoire quand même que le truc soit assez court. Match bon sur le papier, tu m'étonnes, des performances de 77 de Doug Williams, de 69 de Jetta, 82 de Samoa Joe, 50 de Natty Neidhart. Match bon qui voit la victoire de Samoa Joe et de Natty Neidhart face à Doug Williams et Jetta, quand Samoa Joe va défaire Doug Williams via soumission avec le Coquina Clutch. Oui, voilà, victoire par soumission de Samoa Joe, ce qui va forcément pas plaire à Doug Williams. À noter que Doug Williams a fait la gueule, il était très énervé à l'idée de perdre face à Samoa Joe. Il va peut-être falloir que je lui donne un peu d'argent. Pourtant, au niveau des statuts, ils sont tous les deux main eventers, donc j'ai pas trop compris pourquoi ça le gênait plus que ça. Derrière, les Tomaselli Brothers, à l'issue de la coupure publicitaire, une nouvelle, vont faire face aux Young Wolves, qui ont le vent en poupe, qui ont
beaucoup de momentum. Voilà, un magnifique 73, c'est très beau, des performances de 61 de Mike Mizanin qui augmente, 74 de Travis Hummel, magnifique, 61 de Brandon Tomasi, 36 de Vito qui est à la traîne, match descend, 9 minutes de combat qui voit bien sûr la victoire des Young Wolves, pas de surprise, après que Mike Mizanin ait défait Vito Bazzoli avec le Mozart of Odds, pardon, ouais, parce que Mozart ça aurait été un peu bizarre, prise de finition dont je ne me souviens absolument plus. Peut-être que c'est une ancienne de Mike Mizanin, bien évidemment. Nouvelle victoire des Young Wolves qui, à l'issue de cette nouvelle victoire, vont se faire confronter par Axel et Ian Rotten, les Rotten Brothers, qui vont quand même leur parler de leur momentum récent, du fait qu'ils ont battu les Tomaselli Brothers, et que eux aussi, comme les New York Clans, comme Steiner Brothers, ont envie d'avoir une certaine rédemption et de retrouver une place à la hauteur de leur talent. Et les frères Rotten, ils ont bien compris que Travis Hummel et Mike Mizanin, c'était ceux qui avaient le vent en poupe et que c'était l'équipe à battre s'ils voulaient se retrouver dans le main event de la division par équipe. Et donc Mike Mizanin et Travis Hummel se font challenger par Axel et Ian Rotten pour un match, ce qui, vous imaginez, va être accepté par les deux protagonistes des Young Wolves. Rey Romero qui a été très bonne pour aller en dehors du script, Travis Hummel a été très bon, Mike Mizanin, sa gimmick, ça fonctionne pas. Travis Hummel a paru excellent, bien sûr. Et la storyline, Young Wolves se fait contre les Gentlemen, avance avec ce segment, même si les Gentlemen ne sont pas forcément mentionnés dans ce segment. James Storm, qu'on va retrouver backstage dans les vestiaires, il va croiser Kevin Steen, il va tout simplement souhaiter bonne chance à Kevin Steen pour son match de championnat face à Tyler Black. James Storm, il est sympa avec Kevin Steen, voilà, j'espère que tu as conservé ta ceinture, j'aimerais bien affronter un double champion la semaine prochaine à Dynamite, hein, quand tu mettras ton titre intercontinental en jeu, voilà, nouveau challenger. James Storm il est très content de ça, et Kevin Steen il est pas du tout réceptif, hein. Kevin Steen lui dit mais qu'est-ce que tu fais, dégage, je suis pas ton pote, c'est bien, t'as gagné un match, c'est bien, tu me donnes du respect, mais crois pas que parce que tu me donnes du respect que j'en ai forcément pour toi, t'es pas de mon niveau, et ce soir je vais d'abord prouver à Tyler Black qu'il n'est pas dans la même galaxie que moi, et la semaine prochaine c'est toi qui en feras les frais. Voilà. Kevin Steen qui est absolument pas réceptif, qui est très désobligeant envers James Storm, qui le prend pas forcément très bien. Voilà, James Storm il se mord un peu les lèvres, l'air de dire bon, calmos, c'est la semaine prochaine que ça compte. Et enfin, le main event, Tyler Black face à Kevin Steen, match pour le titre TNT, des performances de 80 pour Kevin Steen, 68 pour Tyler Black, 82 de rating, c'est énorme, match superbe dans les faits, 17 minutes 05 de combat, j'ai mis ça en style The Show, et Tyler Black va perdre, bien sûr, face à Kevin Steen, après le package Pile Driver, tombé 1, 2, 3, victoire de Kevin Steen, qui fait sa deuxième défense du titre TNT, victoire complètement clean. Et à l'issue de ce match, parce qu'à un moment donné, il faut bien que ça pète, Jon Moxley et Steve Austin vont se ruer sur Tyler Black. Il y a un gros échange de regards entre Jon Moxley et Steve Austin, parce qu'on sait qu'il y a un peu des querelles entre les deux par rapport à qui doit mettre ses mains sur Tyler Black. Steve Austin et Jon Moxley, ils vont quand même être sur la même longueur d'onde ce soir, ils vont défoncer Tyler Black, le Castelli, Bobby Roode vont arriver derrière, ils vont prendre le dessus, et puis Chris Benoit va venir les aider, le champion de la All Elite Wrestling, pas de trace de Ric Flair, et les Faces vont prendre le dessus, cassant la gueule de manière très claire et très précise à toute la clique des Gentlemen, et bien sûr aux sbires prononcés de Ric Flair. Voilà, les storylines qui avancent bien évidemment, hein. Bobby Roode, Maryse, on sait que c'est pas forcément très très bon, va falloir que je l'enlève. D'ailleurs, Jon Moxley qui a pas très bien performé, mais voilà, gimmick aussi très stale. Et la storyline Austin Want His Revenge avance et gagne de la hit, tu m'étonnes. On fait un gros 82 de rating, on améliore notre popularité dans les 18 régions où nous sommes diffusés, ce qui est quand même assez positif, hein. C'est vrai que je vous parlais de l'importance de bien débuter l'année, et bah écoutez, c'est plutôt pas mal. 3.66 de TV rating pour le premier Dynamite du mois de janvier 2010. 2 746 000 viewers, bien évidemment, via nos chaînes de télévision, la Sky One et la New Zealand, bien sûr, WB, diffusion aux États-Unis et au Canada. Écoutez, un bon départ, un gros 82 qui fait bien plaisir. Et on a des contract negotiations avec Boboli qui va prolonger pour une durée d'un an, en paix par apparence. Voilà, ça peut être une bonne main, même si on sait que Boboli, il n'aura pas d'autre fonction que celle de Jobé pour mettre en valeur d'autres talents. Tiens, Austin Harris qui demande une augmentation de sa casque. Austin Harris qu'on n'utilise plus depuis un bon moment. Austin Harris, j'avais presque oublié s'il n'y avait pas des moral issues le concernant, qui était encore dans la fédération, apparemment payé au moment où on se parle 1 million, 1350, oui, parce qu'un million ça aurait fait beaucoup, hein, il y aurait longtemps qu'on avait mis la clé sous la porte, 1350 dollars par apparition, moins que les 1810 qu'il vaut réellement, il veut 460 dollars d'augmentation. Écoutez, on va lui filer 75% parce que c'est bien déjà, et puis parce que je pense que ça
n'affectera pas plus que ça son moral déjà bas. Nous sommes dans les backstage du deuxième Dynamite du mois de janvier 2010 et vous le voyez, malgré les 100% de backstage rating, il y a des incidents locker room que l'on va traiter parce que ça clignote rouge. Le temps pour moi de vous dire que Rami CBI est à nouveau absent, il est en tournée avec la Dragon Gate, une fédération japonaise, et malheureusement Rami CBI, eh bien, il peut être indisponible pour une durée indéterminée, notamment le mercredi, jour d'enregistrement et de diffusion de Dynamite. Bref, ça sera intéressant quand même de voir si son absence va se prolonger ou pas, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un petit peu embêtant. Incident impliquant Rebecca Knox et Chris Benoit. Alors ça, c'est la cour des catcheurs, non? Rebecca Knox a été amenée devant la cour des catcheurs, accusée d'avoir oublié de payer sa location de voiture. Et forcément, Chris Benoit, le juge, l'a rendu coupable. Et sa sentence, c'est de rembourser tous ses partenaires de trajet. Voilà, ça apprendra à Rebecca Knox de vouloir comme ça, secrètement, laisser payer autrui. Et elle améliore bien sûr son comportement après cet incident, parce que Rebecca Knox, elle est bien, voilà, c'est une gentille fille, elle a la bonne attitude, et puis c'est une championne, donc forcément elle a une attitude de championne sur le ring et en dehors. 7077 pèlerins présents au RI Intercollégiate AT Arena, un nom à coucher dehors avec un billet de logement dans la région du New England, région où on est populaire, bien sûr en témoigne ce gros 89 de rating, une note bien verte pour démarrer comme il faut les hostilités de ce second Dynamite du mois de janvier 2010, une belle brochette de workers pour commencer donc ce programme. Rena Mero présente dans le ring qui nous demande d'accueillir Jon Moxley et Steve Austin. Jon Moxley, Steve Austin, on sait, ils ont perdu les titres par équipe il y a quelques semaines de cela lors du dernier Dynamite de l'année 2009. Jon Moxley qui va prendre le micro et s'adresser à Steve Austin en disant que ces deux garçons avaient un intérêt commun à faire équipe lors de Blood and Guts, et oui, un intérêt commun, détruire les gentlemen, prendre leur revanche, mais ça n'a jamais été une équipe, ils n'ont jamais été sous la même longueur d'onde, ils n'ont jamais été on the same page, comme diraient les Américains, et Jon Moxley va reprocher à Steve Austin d'être la cause du rififi dans l'air qui les oppose, et puis surtout d'être la cause aussi de la perte des titres par équipe. Et Jon Moxley, il veut également que Steve Austin ne marche pas sur ses plates-bandes, il a pris sa revanche sur Claudio Castagnoli et également sur Bobby Roode. Jon Moxley lui veut sa revanche face à Tyler Black. Steve Austin qui comprend le point de Jon Moxley, ça peut le faire sourire, sauf que Steve Austin, eh bien, il a une mission, la mission de démembrer tout simplement les gentlemen. Ça est passé par Claudio Castagnoli, par Bobby Roode, ça passe aussi par Tyler Black, et ensuite ça passera par Ric Flair. C'est lui qui doit être investi de cette mission et pas Jon Moxley. On sent pas mal de tension entre les deux hommes, tension qui va être coupée par Ric Flair. Ric Flair qui va les interpeller et qui va les rendre responsables de ce qui s'est passé la semaine dernière, à savoir eh bien, le massacre qu'il y a eu après le match de championnat TNT entre Tyler Black et Kevin Steen. Ric Flair qui va reprocher à Steve Austin et à Jon Moxley les absences de Claudio Castagnoli, de Bobby Roode et de Tyler Black ce soir, et il ne veut pas les voir aux abords du ring dans le main event pour son match de championnat. Ric Flair qui prend un ton menaçant, ce qui va faire beaucoup sourire Chris Benoit, qui va bien sûr se ramener sur la rampe du ring, ceinture de champion du monde sur l'épaule, et qui va interpeller un peu Ric Flair par rapport eh bien, à ce changement de comportement. Ric Flair qui n'est plus aussi confiant, Ric Flair qui n'est plus aussi serein, bah oui, parce qu'il n'a plus aujourd'hui l'avantage du nombre, et Chris Benoit il s'en félicite parce que ce soir dans le main event, il va pouvoir le faire taper sur son sharpshooter une deuxième fois, conserver son titre mondial et mettre fin à cette rivalité avec le Nature Boy. 89 de rating, très belle prestation de tous ces garçons. Rena Mero qui a fait un super travail. La storyline Chris Benoit face the Nature Boy, bah forcément ça avance et ça gagne de la hit. Bref, que demande le peuple pour ce segment d'ouverture? Jane Storm face à Kevin Steen, gros 83 de rating pour un match que j'ai mis en storytelling pour le titre intercontinental, des performances de 77 pour Kevin Steen le champion, 68 pour Jane Storm le challenger, superbe match, 12 minutes 49 de combat, format TV et pas forcément trop long parce que dans l'idée j'avais envie de donner une victoire impactante à Kevin Steen qui remporte le combat sans coup férir avec son package pile driver, 7ème défense du titre intercontinental, et oui déjà pour un Kevin Steen extrêmement dominant qui ne va pas s'arrêter là puisqu'à l'issue de la rencontre, Kevin Steen va commencer à s'en prendre à James Storm, lui porter son finisher. Il veut le finir avec des coups de chaise. Nick Nemeth, qui arrive bras dessous avec Barbara Keenan, va le faire fuir et va sauver finalement James Storm des mains de Kevin Steen qui était parti pour lui faire mal, très mal. Voilà, Kevin Steen, clairement, il montre que même si on lui montre du respect, eh bien ce n'est pas forcément réciproque à chaque fois. Clairement, s'il avait pu
pisser sur James Storm, il l'aurait fait. Kevin Steen qui s'en va, brandissant bien sûr ses titres intercontinental qui a été la propriété de Nick Lemeth et que Nick Lemeth aimerait quand même bien récupérer. Voilà, James Storm qui a paru très bon durant ce segment, tout le contraire d'un Nick Lemeth qui est toujours autant paumé de manière très régulière sur la plupart des segments qu'il implique. Nike Nider face à Angel Williams, match plutôt décent sur le papier, non même match pauvre, pourtant ça fait un 50, c'est la moyenne, performance de 23 d'Angel Williams, mon dieu quelle horreur, 54 de Nike Nider, voilà, qui fait 4 points supérieurs à ses prestations de la semaine dernière, match pauvre dans les faits, 7 minutes 54 de combat, victoire de Nike Nider, bien sûr sur Angel Williams, via soumission avec le Sharp Shooter, victoire sans coup férir, qui ne souffre d'aucune contestation, et à l'issue de ce match, Rena Mero va venir interviewer Nike Nider qui se dit très en forme, très contente de ses prestations dans le ring, elle a tenu tête à la championne lors d'un match il y a quelques semaines, tenant plus de 10 minutes face à elle, elle l'a même battu à un moment donné avec Samoa Joe, l'équipe composée de Doug Williams et de Jetta la semaine dernière. Elle a pris du momentum face à l'ami Angel Williams et elle se sent désormais légitime pour affronter finalement Jetta, parce que si Jetta se considère comme étant la plus belle représentante donc de la Grande-Bretagne, et ben Nike Nidars avec ses victoires successives, elle fait la fierté du Canada et la plus grande représentante du Canada à la All Elite Wrestling. Ce qui fait forcément bien sourire Jetta qui va venir la confronter sans trop dire de mots, et Paul Heyman lui va se contenter la semaine prochaine de donner ce match de championnat à Nike Nider, puisqu'il annonce que Jetta remettra sa ceinture en jeu face à la protégée et bien évidemment la fille de Jim Emil Neidhart la semaine prochaine. 77 de rating, très beau rating pour un segment impliquant pas mal de femmes. Paul Heyman a paru très bon, Rena Mero a été très forte pour improviser, tout comme Jetta, et Nike Nider a été un petit peu plus pauvre durant ce segment, mais la storyline avance tranquillement grâce à ce segment. Les Rotten Brothers face aux Young Wolf, match qui nous fait un 72 très décent, on va pas se le cacher. Mike Mizanin qui apparemment ne convient pas à sa gimmick, voilà, Axel Rotten, Yann Rotten qui ont été clairement pas au niveau parce que oui, c'est trop long pour eux, Pépère, à un moment donné, ça ne marche pas. Toujours un très beau boost au niveau de l'alchimie entre Joey Styles et Randy Savage à la table des commentateurs. Performance 74 de Travis Hummel, 60 de Mike Mizanin, 46 et 45 des frères Rotten, match décent sur le papier. 12 minutes 30 de combat, victoire, bien sûr des Young Wolves avec Travis Hummel qui va défaire Axel Rotten via pinfall pour continuer à donner du momentum, bien sûr, aux Young Wolves, l'équipe composée de Mike Mizanin et de Travis Hummel. On se retrouve après la coupure publicitaire et Rena Mero qui va nous demander d'accueillir Doug Williams, qui arrive sous les huées. Doug Williams, il se bouche les oreilles et Doug Williams, il va se plaindre de la défaite face à Samoa Joe, voilà, une prise de soumission. Pour lui, c'est pas du catch, c'est pas une vraie victoire, c'est tactique un peu de tapette, de tarlouse. Lui, ce qu'il veut, c'est qu'on puisse se mettre KO les mecs ou gagner par tombée, ça c'est des vraies victoires, mais match par soumission, victoire par soumission, c'est pas des vraies victoires. Et puis il en veut aussi à Paul Heyman qui l'a un peu pris de court la semaine dernière en annonçant ce match face à Samoa Joe et Nike Neidhart dans un tag team competition, en tag team mixte. Voilà, bref, un Doug Williams qui se plaint beaucoup, qui veut justifier sa défaite par le fait que Paul Heyman l'ait pris un peu de court, ce qui va beaucoup faire sourire Samoa Joe qui va confronter donc Doug Williams en lui disant écoute, t'es en tenue de ring, là t'as l'air préparé, bien énervé, peut-être envie de prendre ta revanche, je te propose la semaine prochaine un match 2 out 3 falls match. Voilà, tu te dis très fort, t'as un record positif, je t'ai entendu dire que t'étais le challenger légitime au titre de Chris Benoit, s'il arrive bien sûr à conserver sa ceinture face à Ric Flair, ce que Samoa Joe souhaite bien sûr parce qu'il veut affronter Chris Benoit, il pense que ça peut être un match énorme. Et écoute, ce match-là, ce 2 out 3 falls match, ça peut être l'occasion pour nous de nous départager et possiblement aussi quelque part de mettre en jeu cette place de challenger numéro 1 de manière officielle. Voilà, parce que Samoa Joe, il en a touché quelques mots à Paul Heyman et Doug Williams, même s'il n'est pas forcément très content d'affronter Samoa Joe, il se dit que ça pourrait être éventuellement une belle opportunité. 79 de rating, Rena Mero très bonne bien évidemment pour aller en dehors du script, Doug Williams pareil, Samoa Joe qui a été très très bon, la storyline Samoa versus UK gagne de la hit, que demande le peuple. Derrière, juste avant le main event, on retrouve Jon Moxley et Steve Austin. Voilà, Jon Moxley, Steve Austin, il y a un gros argument entre les deux parce que Steve Austin va très clairement dire à Jon Moxley que le respect, il lui doit. Quand Jon Moxley a dit à Steve Austin qu'il ne devait pas marcher sur ses plates-bandes, Steve Austin, ça l'a un peu fait tiquer, il en a pas trop dit durant le segment d'ouverture, mais là, il vient voir Jon Moxley d'homme à homme en lui disant que ça lui a pas plu, que
John Moxley lui doit le respect. Steve Austin est un ancien double champion du monde au sein de la fédération. C'est certainement la plus grosse star de la compagnie. Et Steve Austin est investi d'une mission et surtout prioritaire par rapport à un John Moxley au vu de l'expérience, au vu de la hiérarchie, au vu du palmarès, du pédigré et du passif de ces deux-là. Parce que John Moxley n'accepte pas, il baisse pas les yeux face à Steve Austin. On sent beaucoup de tension vis-à-vis de ce qui se passe autour de ces deux garçons par rapport justement à leur envie simultanée de mettre les mains sur Tyler Black. Et enfin, le main event qui fait un gros 80 de rating et on n'est pas peu fier, surtout quand on voit la performance de Ric Flair qui est de 50, même si attention, hein, c'est pas trop dégueulasse pour Ric Flair. Match avec une fantastique 8, du descent catch, Chris Benoit qui a porté le truc bien sûr avec un 78 de rating, un 78 de performance in-ring, 14 minutes de combat parce que faut pas non plus aller trop loin dans la durée parce que Pepper, à un moment donné, il est épuisé et même un match de 14 minutes, c'est trop long pour lui. Match fantastique, descent catch, victoire bien sûr de Chris Benoit qui termine avec un diving headbutt. Voilà, il n'a pas fait taper, mais il l'a épinglé au centre du ring. Chris Benoit qui fait donc sa première défense du titre mondial, mettant fin, bien évidemment, vous l'imaginez, à sa storyline avec Ric Flair, une storyline que je vais devoir terminer, bien évidemment, parce qu'elle n'est aujourd'hui plus d'actualité. Performance de 82 de rating général, on gagne de la popularité dans les 18 régions où nous sommes diffusés. Alors qu'on a le profil de El Hero del Solitario. Aujourd'hui, on a El Hero del Vikingo, voilà, le fils du Viking, qui se produit très régulièrement du côté de la All Elite Wrestling. Un catcheur à petit gabarit, mais alors attention, hein, on fait des trucs totalement fous dans le ring. Il y a des ranas et des trucs. Voilà, c'est un jeu vidéo le machin. Clairement, c'est assez impressionnant. Même sur W2K, machin, tu fais pas ce qu'il fait, l'ami. L'ami Hero et Vikingo dans le ring. Time to Heal pour Samoa Joe qui sent les effets de la fatigue, très bien, et 3.66 de TV rating. Au niveau de cette fatigue d'ailleurs, parce que ça m'intéresse quand même, ça va, franchement ça va. Hein, et Sunday Night Dark semble fatigué au point qu'on me le communique. Show History, 3.66 de TV rating. C'est pareil que la semaine dernière. On fait 3000 viewers de plus quand même que la semaine passée avec un show qui est équivalent à celui de la semaine dernière. Écoutez, ça reste positif et surtout ça nous lance parfaitement bien ce premier mois de l'année. Aïe aïe aïe, des nouvelles et pas des bonnes. Chris Canyon et Scott Steiner qui se sont blessés. Chris Canyon, il s'est cassé la main, voilà, comme ça c'est réglé. Et Scott Steiner, il souffre d'une partial elbow MCL rupture. Ok, d'accord. Ça c'est pas bon du tout. Scott Steiner c'est 33 jours. Ok. Chris Canyon c'est 23 jours, il peut toujours catcher. Scott Steiner 33 jours. Et là on peut pas l'utiliser à part pour les angles. Écoutez, il n'y a pas vraiment trop d'intérêt à le faire opérer parce que nous, clairement, on va pas avoir besoin de lui dans les prochaines semaines. Donc Scott Steiner, c'est malheureux, mais on va le laisser un peu sur la touche le temps qu'il se remette tranquillement de sa blessure. Nous sommes dans les backstage du 3ème Dynamite du mois de janvier 2010 et comme la semaine passée, à nouveau des incidents backstage, ça clignote rouge avec toujours les mêmes absents. Brian Danielson, Michel McCool, Rami CBI pour les raisons que l'on connaît. Scott Steiner vient s'ajouter à la liste parce qu'il est blessé. On va tout de suite traiter de ces incidents en espérant que ce soit positif. Incident, puis quand Ted DiBiase Senior, apparemment, il a donné un peu d'entertainment à tout le locker room puisqu'il a organisé un tournoi de poker. Écoutez, très bien, merci Monsieur Ted DiBiase Senior. Ça met bien sûr tout le monde dans un bon mood et surtout dans une optique de travail en vue de ce show qui sera très important bien évidemment parce qu'on a la lourde responsabilité de faire au moins 82 comme les précédentes semaines. Emo Ammons Student Center devant 8242 pèlerins. Nous sommes bien sûr dans le Midwest pour le 5e anniversaire de la All Elite Wrestling. Ça y est, une 5e bougie soufflée aujourd'hui dans cette arène, dans cette région. On est tellement populaire. On démarre avec un gros 82 de rating et on commence avec une belle brochette de workers et notamment les Gentlemen, Maryse, Tyler Black, Claudio Castagnoli, Bobby Roode qui arrivent sur le ring mais sans l'ami Ric Flair. Maryse qui prend le micro et qui, bien embêté, annonce que Ric Flair a décidé de quitter la compagnie. Oui, Ric Flair lui a envoyé un texto en lui disant qu'il n'allait pas revenir de sitôt à la All Elite Wrestling, déçu de son traitement, déçu également du groupe dans lequel il est tombé. Maryse, forcément, elle se sent responsable parce que c'est elle qui a amené Ric Flair dans ce groupe. Tyler Black, Claudio Castagnoli, Bobby Roode commencent à se prendre un peu le chou parce que finalement, ils ont vu leurs deux leaders respectifs ces quelques derniers mois les abandonner. Ils sont vraiment dans un mood très délicat. Maryse qui
essaye un petit peu de remobiliser le monde, mais c'est assez compliqué forcément parce que c'est une situation assez chaotique pour les gentlemen, et il y en a trois qui ont décidé bien, de profiter de l'occasion, à commencer bien sûr par Jon Moxley, l'ancien partenaire de Tyler Black, ancien meilleur ami bien évidemment de ce dernier, à l'époque où ils étaient avec Tommy Dreamer, à l'époque aussi du Nest, puis derrière les chemins se sont séparés, et Jon Moxley, il pense que c'est le moment propice pour aller affronter Tyler Black, c'est la zizanie, et si on commençait par régler les comptes, est-ce que ça serait pas aujourd'hui le moment de profiter de l'occasion, ce moment de faiblesse pour aller challenger Tyler Black? Et Travis Sewell et Mike Mizanin se font la même réflexion, ils arrivent micro à la main en disant ah, il y a du récifé dans l'air chez vous, il y a pas mal de choses qui vont pas, mais avant de penser à votre suite, avant de penser au bonheur et au bien-être des membres de votre groupe, nous dit Travis Sewell, il faudra peut-être penser à défendre les ceintures, parce que oui, le championnat par équipe, vous l'avez récupéré des mains justement de Jon Moxley qui est ici présent, et de Steve Austin qui nous ont coupé un peu l'herbe sous le pied, sans rancune John, on n'est rien contre toi, mais nous on veut notre opportunité parce que vous nous avez battu pas clean, et puis parce que on a quand même un sacré momentum ces dernières semaines, et forcément, bien Travis Sewell, Mike Mizanin, Jon Moxley, ils confrontent de Castelli, Bobby Roode et Tyler Black à la réalité du terrain, et forcément vous imaginez bien qu'ils sont dans leurs petits souliers parce qu'ils savent qu'incessamment sous peu, Tyler Black va devoir affronter Jon Moxley, que Claudio Castelli et Bobby Roode vont devoir affronter Travis Sewell et Mike Mizanin, et ça, cette perspective, ça ne leur plaît pas. Voilà, performance de Maryse plutôt intéressante, même si sa gimmick style un peu. Claudio Castagnoli qui a fait du très bon boulot, tout comme Bobby Roode, Jon Moxley qui a sa gimmick qui style, Travis Sewell, énorme boulot, Mike Mizanin qui n'est pas vraiment en adéquation avec sa gimmick. Claudio Castagnoli a paru excellent durant ce segment, et storyline Young World vs Gentleman, et Austin Wants His Revenge avance bien évidemment, pour certaines gagne de light. Très bien, magnifique. Doug Williams face à Samoa Joe. Et oui, c'est le moment quand même de régler les comptes dans ce 2 out 3 falls match où, on le rappelle, il y a un enjeu, la place de challenger numéro 1 pour le titre de Chris Benoit, ce titre mondial que Samoa Joe a envie d'avoir, lui qui court après depuis plus de 5 ans, enfin presque 5 ans. Match exceptionnel, sur le papier on a laissé du temps, presque 17 minutes, 16 minutes 52, performance de 86 de Samoa Joe, de 77 de Doug Williams, match exceptionnel sur le papier, qui va voir, Samoa Joe perdre face à Doug Williams après 2 tombées à 1. Il faut savoir que le dernier tombé s'est fait via pinfall et que il y a eu pas mal d'interventions. Drew Galloway est intervenu, il y a aussi Sheamus qui est intervenu, puis Joshua et Jonathan Fatou qui ont essayé de rééquilibrer un petit peu les choses pour Samoa Joe, mais dans ce chaos général, c'est Doug Williams qui va empocher la victoire et qui va donc gagner ce match et prendre cette place de challenger numéro 1, mettant fin du même coup à sa rivalité face à Samoa Joe, une rivalité Samoa versus UK qu'on avait un peu oublié et qu'on a remis sur la table, et Doug Williams s'en sort victorieux et ira avec beaucoup de momentum affronter dans les prochaines semaines l'ami Chris Benoit. Rena Mero dans le ring qui nous demande d'accueillir Kevin Steen. Kevin Steen, le champion intercontinental, champion TNT, qui a fait une nouvelle défense de titre, toujours aussi dominant, le public qui n'est pas trop réceptif à Kevin Steen, enfin quoique si, parce que Kevin Steen est quand même populaire, mais il cherche un peu la petite bête parce qu'il y a quelques huées, et Kevin Steen, il s'agace, il s'énerve parce que pour lui c'est un manque de respect qu'on ne l'applaudisse pas, limite qu'on s'agenouille devant lui, parce que quand même les performances de ce garçon sont assez extraordinaires, et Kevin Steen, voilà, il fait le point sur toutes ses victimes, sur toutes ses défenses de titre, et à quel point ce mec a fait passer les titres secondaires à un autre niveau. Seulement, il y en a un qui a envie d'affronter l'ami Kevin Steen, qui n'a pas eu l'opportunité de le faire parce qu'il a perdu contre James Storm, c'est un ancien champion intercontinental, Nick Nemeth. Et Kevin Steen, ça le fait rigoler quand il voit Nick Nemeth arriver avec Barbara Keenan, Bratsu, James Storm, son pote qui est là, parce que Nick Nemeth, il a un record qui est pas si positif que ça, c'est un champion intercontinental un petit peu au rabais, qui a eu cette ceinture quand il y avait encore pas trop de concurrence. Aujourd'hui, Kevin Steen, c'est un autre niveau. Challenge de Nick Nemeth,
il le prend pas trop au sérieux. En revanche, James Storm, lui, ce qu'il prend au sérieux, c'est la revanche qu'il voudrait avoir face à Kevin Steen, parce que James Storm, il a montré beaucoup de respect à Kevin Steen ces dernières semaines, ce que Kevin Steen n'a absolument pas fait. Il a montré d'ailleurs tout son irrespect envers James Storm en l'attaquant la semaine dernière. James Storm, il veut sa revanche. Voilà. Et là, c'est 2 contre 1. Et forcément, hein, c'est bien de ne pas respecter les gens, c'est bien de vouloir être un loup solitaire, mais à un moment donné, quand on n'a pas de copains, et on finit en infériorité numérique et on s'expose, nous dit James Storm. Seulement Cody Rhodes, accompagné de Don Callis, va intervenir et Don Callis nous explique que même s'il n'y a pas d'amitié, il peut toujours avoir des échanges de bons procédés. Cody Rhodes, lui, ça ne le dérange pas, hein, selon les dires de Don Callis, de faire équipe ce soir avec Kevin Steen, de corriger Nick MF et James Storm, et une fois qu'il aura gagné, de s'arranger avec Kevin Steen pour aller une petite opportunité pour le titre intercontinental. Cody Rhodes, qu'on rappelle, est un ancien champion intercontinental de la fédération, et Paul Heyman va valider tout ça en annonçant que ce soir, un peu plus tard dans le show, il y aura Kevin Steen et Cody Rhodes face à Nick Nemeth et James Storm. Rena Mero, très bien performé, Kevin Steen aussi, Nick Nemeth pareil, James Storm en revanche un petit peu en dedans. Kevin Steen a paru très bon durant ce segment, parce que Kevin Steen est en train de passer un cap. Attention, le bonhomme, ça rigole plus. Jetta face à Nighty Neidhart, le match de championnat féminin mondial, bien sûr, match décent sur le papier, avec un 68 de rating, performance de 66 de Jetta, qui est un petit peu en delà des 70, 53 de Nighty Neidhart qui s'est bien stabilisé, match décent, qui n'ira pas à son terme puisqu'il va y avoir une double disqualification après 11 minutes 18 de combat. Pourquoi? Eh bien parce que Maryse est venue se mêler des histoires et Maryse va attaquer Nighty Neidhart, la rouer de coups, lui fracasser des chaises sur la gueule, sur les regards d'une Jetta un peu médusée qui comprend pas trop ce qui se passe, pourquoi 2 blondes et 2 canadiennes se font la peau alors que finalement elles auraient peut-être pu s'allier pour éventuellement lui voler dans les plumes, mais absolument pas. Jetta elle regarde un peu l'action pantoise et Maryse qui décime complètement, purement et simplement, Nighty Neidhart au centre du ring. Et la storyline Best Female Wrestler avance mais perd un peu de hit. Ne vous inquiétez pas, on saura en regagner. Cody Rhodes et Kevin Steen face à Nick Nemeth et James Storm. J'ai mis ce match en style de show et je crois que j'ai bien fait de le faire parce que ça fait un gros 85, des performances de 80 de Kevin Steen, de 48 pour Cody Rhodes qui est un petit peu à la ramasse, 82 de James Storm et Nick Nemeth qui fait un 71. Bien sûr, tout ça c'est un petit peu encore plus mis en avant par le fait que Nick Nemeth et James Storm aient une excellente chemistry, match bon dans les faits qui va durer 16 minutes 47, on a laissé du temps, et c'est Nick Nemeth et James Storm qui vont bien évidemment remporter la victoire face à Cody Rhodes et Kevin Steen, quand James Storm va défaire Cody Rhodes via pinfall avec le 8 second ride. Voilà, 85 de rating, magnifique, et à l'issue de ce match, Paul Heyman, et ça fait un 83, va annoncer que la semaine prochaine, l'ami Kevin Steen va mettre en jeu son titre face à Nemeth et également face à Storm, parce que si James Storm a perdu clean one-on-one face à l'ami Kevin Steen et que Nick Nemeth avec cette victoire peut revenir dans la course, dans la mesure où James Storm vient de faire le tombé victorieux, et bien ça compense, et Paul Heyman, comme il a envie de la compétition, il a envie de faire de l'audience, il annonce ce triple threat qui ne fait pas forcément beaucoup plaisir à Kevin Steen, mais Kevin Steen, dans sa démarche naturelle, très hautain, lui, il est toujours concentré et surtout prêt à la bagarre. Gros 83 de rating, gros match en perspective. Et enfin le main event, Jon Moxley et les Young Wolves qui font face à Tyler Black et aux Gentlemen, bien évidemment, 78 de rating, on aurait peut-être pu s'attendre à mieux, mais encore une fois, on le dit, on le répète, c'est du storytelling, il faut le temps de construire des choses, et c'est évident que j'allais pas leur donner un match all-in ou steal the show dès le début. Pourtant les performances sont quand même bonnes, avec Claudio Castagnoli qui fait 82, Bobby Roode 70, Tyler Black 68, bon, qui est toujours un petit peu sous ce plafond de verre, Ravi Simel qui fait 74, Mike Mezzanine qui fait 60, un peu à la traîne, 71 pour Jon Moxley. Bref, match avec une grande hit, du bon catch, match qui aura duré 13 minutes 38, format TV, un petit quart d'heure, histoire que ça soit digeste, qui aura vu la victoire des Heels avec Tyler Black, qui en 13 minutes 38, après l'intervention de Maryse et son Godlike Skiff, parce que Maryse était quand même là, va défaire Jon Moxley faisant tomber victorieux sur son ex-partenaire et meilleur ami sous les yeux d'un Steve Austin qui était à la table des commentateurs et qui, on va pas se cacher, s'est délecté de la défaite de Jon Moxley. Il aura encore des arguments pour lui faire dire qu'il n'est pas prioritaire dans l'histoire. On fait un gros 79 de rating, on améliore notre popularité dans les 18 régions où nous sommes diffusés. Alors bien sûr, c'est un petit peu moins que ce qu'on avait pu faire ces dernières semaines. On perd 3 points, mais ça reste quand même qualitatif, on se rapproche des 80. Et c'est vrai que voilà, c'est réellement ce qu'on peut attendre aujourd'hui des shows dans ces eaux-là. Ça reste véritablement ce qu'il faut faire maintenant qu'on
en train de prendre de la popularité, de l'importance bien sûr. Joshua Fatu se plaint de son booking, très bien. Time to Heal pour Samoa Joe, Time to Heal pour Doug Williams, TV rating de 3.53, Samoa Joe opinion. Sheamus a du charisme, il va falloir se mettre derrière lui. Et Claudio Castagnoli lui dit que Mike Visani va devenir une star. Il va falloir le pusher. Alors Joshua Fatu, dans un premier temps, Joshua Fatu. Joshua Fatu, qu'est-ce qu'il a Joshua Fatu, ah oui, chemin de talent, peut-être, ouais, voilà, il aura mis une quart d'heure, j'allais dire pourquoi pas, parce que c'est vrai qu'on l'a quand même un petit peu construit, même si on n'a pas fait des choses extraordinaires non plus avec. D'ailleurs, ça me fait penser que la storyline, là, voilà, Samoa versus UK, merci, au revoir, voilà, head storyline. Quand même encore de belles storylines, Austin Harris et Revenge, Best Female Wrestler, et les Young Wolves face aux Gentlemen, et peut-être qu'on fera une storyline entre Chris Benoit et Doug Williams aussi. Pay request for Brandon Tomaselli. Alors, Brandon Tomaselli, apparemment payé 1250$ par apparence, moins que les 1670 qu'il vaut. Il veut donc 420 de Perai, ça sera 75%, parce que faut pas déconner. Nous sommes au Emo Hammond The Student Center dans le Midwest devant 7696 pèlerins. C'est donc le lieu du dernier Dynamite du mois de janvier 2010, également dernier show de notre vidéo. Un long laps de temps me concernant, même si ça change pas grand chose pour vous. Entre la dernière séquence et celle-ci, ça fait quelques jours que je ne me suis pas remis sur le jeu, le t-shirt a changé, la barbe a un petit peu poussé, l'actualité sportive, vous le savez, est assez chaude. Il y avait le dernier Grand Prix moto avant la trêve estivale dont il a fallu parler, il y a également le Tour de France qui me prend beaucoup de temps et on le sait, le sport c'est ce qui est prioritaire sur la chaîne, c'est vrai que TEW c'est un peu là en mode détente, même si normalement, si je me débrouille pas trop mal, vous devriez avoir un laps de temps plutôt correct entre le dernier épisode et celui-ci. Samoa Joe qui fait donc éruption dans le bureau de Paul Heyman. Paul Heyman, téléphone en main, qui coupe son appel téléphonique pour accueillir un Samoa Joe assez énervé, on va pas se le cacher, puisque Samoa Joe il nous remontre les images de son match face à Doug Williams la semaine dernière avec les interventions d'Andrew Galloway, de Sheamus, qui forcément ont permis à Doug Williams de remporter ce 2 out 3 falls match. Samoa Joe, il comprend que ce match était pour le One Contendership au championnat mondial de Chris Benoit, il comprend que Paul Heyman ne puisse pas revenir sur sa décision, même si ça déçoit Samoa Joe de ne pas pouvoir affronter Chris Benoit, parce que dans son idée ça aurait été un match exceptionnel, mais malgré qu'ils comprennent qu'on ne puisse pas revenir sur la décision, Samoa Joe n'accepte pas sa défaite et il demande à Paul Heyman ce soir d'avoir dans le main event un adversaire qui pourrait lui permettre de revenir un peu dans la course au titre. Et Paul Heyman, il comprend et compatit avec Samoa Joe et sa situation, et ce soir, il va lui offrir une possibilité dans le main event de se remobiliser et surtout de se replacer dans la hiérarchie, puisqu'il laisse sous-entendre que Samoa Joe ce soir affrontera Katsushika Okada. Samoa Joe qui apparemment était très mauvais pour improviser le dialogue, ce qui était tout le contraire d'un Paul Heyman, parce que Paul Heyman, on sait très bien qu'il est extraordinaire dans ce genre de secteur. John Moxley, micro à la main au centre du ring, qui va nous annoncer ce qu'on sait déjà, qu'il en a plein le cul de Tyler Black. Il va revenir bien sûr sur les histoires qui l'ont lié avec Tyler Black, mais surtout plus récemment, en comportement de Tyler Black qui se comporte en vraie petite lopette, qui n'assume pas les conséquences de ses actes, et puis surtout qui va coûter à droite à gauche au milieu des opportunités et surtout des victoires, parce que oui, John Moxley rend responsable Tyler Black de la perte de ses titres par équipe face bien sûr aux Gentlemen, et donc ce soir il veut ses mains sur Tyler Black pour qu'on puisse enfin terminer cette histoire et qu'on puisse enterrer ces tâches de guerre entre guillemets. Steve Austin va intervenir. Steve Austin qui va confronter John Moxley, qui va, vous l'imaginez, bien rigoler par rapport à ce qui s'est passé la semaine dernière, parce que Steve Austin, il a vu John Moxley se prendre le tombé par Tyler Black après l'intervention de Marie. Steve Austin lui fait comprendre grosso modo que c'est back of the line, voilà, t'as pas réussi à avoir ton opportunité à battre Tyler Black alors qu'il était en face de toi. Maintenant c'est Steve Austin qui prend le relais, c'est le double champion du monde, le visage de la fédération, bref, celui qui a le rôle et cette fonction de détruire ce groupe, qui prend désormais le relais. Il y a un gros échange de regards entre John Moxley et Steve Austin, il y a un gros argument, ça se lance des noms d'oiseaux, et Tyler Black il apparaît sur le Titantron, il a le sourire aux lèvres, et il dit franchement les gars, vous me régalez, vous êtes en train de vous battre pour savoir qui va m'affronter, alors que moi finalement... je suis bien au-dessus de ça, je suis tranquille, je suis loin de vos histoires. Et puis surtout, ce qui me fait rigoler, c'est que là, vous voulez vous mettre sur la tronche, alors que la semaine prochaine, vous allez avoir un match de championnat, votre rematch pour les titres par équipe. Enfin bon, bref, comment vous allez pouvoir coexister avec une attitude pareille? Bref, c'est quand même la première fois que je vois des partenaires et des anciens champions du monde être aussi méchants l'un avec l'autre, et surtout en inimitié aussi imposante. Bref, vous me faites rigoler.
gaulé. Jon Moxley, Steve Austin, ils finissent par se calmer parce qu'effectivement, c'est annoncé sur le Titantron la semaine prochaine. Jon Moxley, Steve Austin auront une opportunité pour reprendre les titres par équipe. On essaie de se canaliser. Jon Moxley, Steve Austin qui se lâche pas du regard. On sent énormément de tension, même si la semaine prochaine, il va falloir encore une fois cohabiter. Jon Moxley qui a été très bon pour aller en dehors du script, tout le contraire de Steve Austin, alors que Tyler Black, et c'est assez rare pour être signalé, a été très bon. Et Austin want his revenge, on pourrait mettre aussi Austin and Moxley want their revenge, avance et gagne de light. Je vais peut-être d'ailleurs renommer cette storyline. Maryse qui affronte AJ Lee. Maryse qui la semaine dernière a attaqué, on le rappelle, l'ami Natalia, Natty Neidhart, et qui derrière l'a cassé la gueule à coups de chaise, portant ses finishers à répétition. Maryse qui fait vraiment ses débuts dans le ring pour la première fois de sa carrière face à une ancienne championne TBS. AJ Lee, écoutez, ça fait un 46, c'est pas si mal. Maryse qui fait une performance de 40, quand AJ Lee fait un 39, je suis assez surpris des performances de Maryse. Maryse qui va remporter la victoire en 6 minutes 32 via pinfall avec le French Kiss. Derrière, Rey Namero, vous l'imaginez, va vouloir avoir un mot avec Maryse pour revenir sur ses agissements de la semaine dernière. Elle a attaqué Natty Neidhart, une Canadienne, quand même, son compatriote. Entre compatriotes, on peut quand même se serrer les coudes. On voit ce qui se passe avec Jetta et son entourage. Et Maryse, ça l'a fait beaucoup rire, les propos de Rey Namero, parce que, quelque part, elle les trouve un peu niais, un peu bêtes. Maryse, elle répond à Rey Namero, mais parce qu'on est blonde et parce qu'on est toutes les deux canadiennes qu'on devrait s'apprécier, qu'on devrait se serrer les coudes, qu'on devrait être amis. Maryse, elle le dit, elle a aucun respect, aucune considération pour Natty Neidhart, parce que de une, Natty Neidhart est un petit peu nunuche, de deux, Natty Neidhart, elle est née dans l'Ontario, et l'Ontario, c'est pas une belle région. Maryse, elle est québécoise, et le Québec, c'est largement mieux, et puis Maryse, elle a surtout pas apprécié le fait que Natty Neidhart se considère comme la plus belle représentante du Canada à la All Elite Wrestling, alors que Maryse, elle aussi, a des faits d'armes, et Maryse, elle aussi, a su exister, a eu beaucoup plus d'impact que Natty Neidhart ces derniers mois et ces dernières semaines. Et la storyline, vous l'imaginez, Best Female Wrestler avance, même si elle perd un petit peu de hit. Un numéro qui était très bonne pour aller en dehors du script, alors que Maryse, bon, c'est pas ça qui est ça, mais en même temps, elle n'a pas beaucoup de temps au micro. James Storm face à Nick Nemeth, face à Kevin Steen, c'est le triple threat match pour le championnat intercontinental. Nick Nemeth qui donc va pouvoir avoir une opportunité face donc à Kevin Steen pour le titre intercontinental, et James Storm qui va pouvoir éventuellement avoir sa revanche après que Kevin Steen l'ait passé à tabac après sa défaite face à ce dernier. Match bon dans les faits, ça fait un gros 82 de rating, performance de 76 pour Kevin Steen, 71 pour James Storm, c'est bien 63 pour Nick Nemeth qui se maintient, même si j'aimerais le voir progresser. Bon match sur le papier, 16 minutes 33 de combat, victoire de Kevin Steen qui va défaire James Storm via pinfall avec le Go Home Driver, 8ème défense du titre intercontinental d'un Kevin Steen qui est toujours aussi dominant, victoire, sans coup férir, absolument fair and square. Rey Namero de retour dans le ring, oui, parce qu'il faut quand même pas déconner, avec Doug Williams, Jetta et Drew Galloway ainsi que Sheamus. Oui, Doug Williams nous parle de ce statut de challenger numéro 1 qui va être mis over par Jetta qui va demander à ce qu'on s'agenouille face à Doug Williams qui aujourd'hui est un représentant important donc de la Grande-Bretagne, qui va avoir un match de championnat, qui va faire face au Canada, et le Canada c'est beaucoup moins bien que la Grande-Bretagne. Il y a une petite fête improvisée, Rey Namero qui fait partie de cette fête, qui est un peu gênée parce que c'est un peu gênant, c'est cette fête organisée par Doug Williams et toute sa clique pour fêter ce statut de challenger numéro 1. Doug Williams qui revient sur ses accomplissements et surtout qui revient sur le fait que ce n'est plus le même homme, mais qu'aujourd'hui il a toute l'expérience, la qualité et surtout l'entourage pour devenir champion du monde, être un champion du monde qui pourrait perdurer dans le temps. Doug Williams, très bon pour aller en autre script, tout comme Jetta. Bon, bien évidemment, vous imaginez que l'ami Drew Galloway ou même Sheamus, c'est un petit peu moins le cas. D'ailleurs, la performance de Doug Williams a été fantastique, parce que Doug Williams il est fantastique, c'est bien aussi quand même de le mettre un petit peu sur le devant de la scène, parce que c'est un garçon qui fait de très belles choses, et on verra ce que ça pourra donner face à Chris Benoit. Les Briscoes contre les Gentlemen, et écoute, je suis très content de la note, 79 de rating, c'est très bien. Performance de 56 de Jay Briscoe, marque 40, 86 pour Claudio Castagnoli, Bobby Roode qui passe les 70, très bien. Match décent sur le papier, 8 minutes 53 de combat, format TV, bien évidemment, les Gentlemen défont les Briscoes, 8 minutes 53 de combat, Bobby Roode qui défait Jay Briscoe via pinfall avec
le Northam Lariat, parce qu'il faut quand même pas déconner. À l'issue de ce match, Rey Namero va bien évidemment interviewer Claudio Castagnoli et Bobby Roode, qui on le vend en poupe, Claudio Castagnoli et Bobby Roode qui ont repris les titres par équipe il y a quelques semaines, qui ont un peu de momentum, même beaucoup de momentum, et qui la semaine prochaine vont affronter une nouvelle fois Jon Moxley et Steve Austin, et c'est le meilleur moment pour les affronter parce qu'ils sont en train de se prendre le chou. Les gentlemen qui ont retourné la situation à leur avantage, hein, ces dernières semaines écoulées, eux qu'on croyait un petit peu au bout du rouleau et surtout dans une position de faiblesse. C'est vrai que ces dernières semaines, ils ont réussi à reprendre le dessus et à retourner les choses à leur avantage. Désormais, c'est eux qui ont le momentum, c'est eux qui sont soudés, et leur adversaire un petit peu moins que le Castagnoli et Bobby Roode. Ils sont extrêmement confiants à l'idée d'affronter Steve Austin et Jon Moxley, même si Rey Namero, et ça les fait un peu moins sourire, rappelle que Travis Fimmel et Mike Mizanin sont quand même possiblement aussi dans la course pour retrouver un match de championnat, ce qui est balayé bien évidemment d'un geste de main par Claudio Castagnoli et Bobby Roode en disant on les a déjà battus, ces losers, ils ne méritent pas une opportunité. Claudio Castagnoli qui a aimé pouvoir aller en dehors du script, Bobby Roode également, la performance de Claudio Castagnoli fantastique et la storyline, Young Wolves contre Gentleman avance, gagne de la hit, et Austin et bien sûr Moxley, Want Their Revenge avance également. Et enfin le main event, Samoa Joe, Katsushika Okada, 86 de rating, match exceptionnel. Katsushika Okada défait Samoa Joe en 15 minutes 49, oui, via pinfall, victoire sans coup férir, complètement clean. Samoa Joe, Katsushika Okada qui ont livré une bataille incroyable, performance de 86 de Samoa Joe, de 79 de Katsushika Okada. Samoa Joe qui a eu face à lui un énorme compétiteur, et Katsushika Okada qui continue à prendre du momentum et à avoir une belle série de victoires en épinglant un Samoa Joe qui, c'est malheureux, mais il ne rentre pas pour l'instant dans mes plans. Et on fait un énorme 85 de rating avec une popularité qui s'améliore dans les 18 régions où nous sommes diffusés. Que demande le peuple? C'est quelque chose qui est quand même plutôt pas mal. Alors qu'on a pour profil de Jude qui est un gradué de la CZW, je crois qu'on l'avait déjà vu ce profil, qui n'est pas forcément extrêmement intéressant pour nous parce que c'est vrai qu'on a déjà beaucoup à faire avec les lutteurs que l'on a au sein de la fédération actuellement. Time to Heal pour Samoa Joe, Time to Heal pour Katsushika Okada, 3.60 de TV rating. Alors attention, show history, attention, on fait 3.60, un peu plus que la semaine dernière avec 2 702 000 viewers, hein, via la Sky One en Nouvelle-Zélande et bien sûr via la WB. Alors qu'on a aussi des incidents, des contract negotiation avec Katsushika Okada, oui effectivement que j'ai aussi re-signé en paix par apparence pendant 2 ans, 2500 dollars par apparence avec une downside à 2300, histoire de le garantir pour encore une période de 2 ans, même si j'imagine qu'on va peut-être proposer dans quelques temps des contrats signés à Katsushika Okada, parce que Katsushika Okada, mine de rien, mine de crayon, il commence à devenir très intéressant. Nous sommes le 1er février 2010 et contrairement à ce qu'on pourrait penser, eh bien en ce début de mois, il n'y a pas de nouvelles à se mettre sous la dent. C'est assez rare pour être signalé, ce qui va nous permettre tout de suite de faire un tour du côté du bilan financier. On a fait 113 000 dollars de performance, 113 000 dollars de gains ce mois-ci, un peu moins que les 135 000 du mois dernier, mais ça s'explique aussi et surtout parce que eh bien, ce mois-ci, on a fait des shows en dehors du Midwest. On est allé dans le Mid-South lors du premier show, on est allé dans New England lors du deuxième, on est allé dans le Midwest lors du troisième, et effectivement à nouveau dans notre région de prédilection lors de ce dernier Dynamite du mois de janvier 2010. Au niveau donc du détail, ticket vendu 461 000 dollars, un peu plus que le mois dernier. Pay-per-view revenu, enfin plutôt TV revenu parce que des pay-per-view on n'en a pas encore, 341 000, tout comme le mois dernier, ça c'est normal. Le revenu sponsor a un petit peu augmenté, c'est très bien. Au niveau de la marchandise, on a quand même passé un petit step aussi, plus de 90 000 dollars ce mois-ci, c'est la première fois que ça nous arrive. 412 000 dollars de coûts de workers, c'est un petit peu plus que le mois dernier. 164 000 dollars de coûts de show parce que forcément les salles étaient un peu plus grandes ce mois-ci, le coût de marketing est inchangé, le coût de production marchandise forcément un peu plus parce qu'on a vendu un peu plus, le coût de production est égal, le MISC nous a quand même un peu assassiné et on prend 27 000 dollars de taxes, c'est un petit peu logique. Au niveau des storylines, parce que quand même on va faire un tour avec Austin and Moxley, je devrais quand même peut-être éventuellement la renommer cette storyline, and Moxley Want Their Revenge, voilà, parce que ça les concerne tous les deux, je sais pas pourquoi j'ai donné priorité à l'ami Steve Austin, peut-être parce que le nom est un peu plus clinquant. Best Female Wrestler,
Pour l'instant, on est à 64 et d'ailleurs, j'ai peut-être même envie de la renommer et de l'intituler International Battle. Voilà, je pense que ça pourrait être aussi important, peut-être éventuellement de placer cette imagerie-là, étant donné que j'ai quand même quelques idées qui sont en train de germer, et puis les Young Wolves face aux Gentlemen qui sont à 77, rivalité un peu sous-jacente, parce que pour l'instant, vous le savez, ils sont encore assez loin des uns des autres, même si on va essayer de les rapprocher, ça paraît logique au niveau de la size, parce que la size c'est pareil, à un moment donné, il faut quand même en parler. La size, elle est belle, elle est bien, et on va voir le track prestige, puisque vous le voyez, on a gagné un point dans les Grands Lacs, également en Mid-Atlantique, on a gagné un point dans le Midwest, dans le Mid-South on stabilise également dans le Northwest, dans le Southeast, on a gagné un point dans le New England, on va également gagner un point dans le Southwest et dans la Tri-State, on stabilise à Puerto Rico, et puis on gagne aussi un point d'importance à Hawaï. Là, on n'est pas diffusé, ça pourrait être intéressant de faire un show à Hawaï, d'ailleurs, je crois que je l'avais dit en fin de vidéo dernière, et puis finalement, je l'ai pas fait. Bon, en même temps, c'est normal, hein, si on va à Hawaï, je pense qu'on perdrait beaucoup d'argent sur le mois en question, puisque je pense qu'on remplirait peut-être la salle avec quoi, 150, 200 personnes, voilà, un show un peu éventuellement de la taille de la nuit du catch pour ceux qui sont allés voir ce show français du côté de Nice, organisé par Tom Laruffa, qui a toujours été de très belle qualité. D'ailleurs, c'est un peu dommage qu'ils en aient pas fait plusieurs éditions de cette nuit du catch, où on était grosso merdo 150-200 personnes dans la salle, petite salle bien confinée, mais qui était assez sympathique, avec une ambiance assez chaude. Au niveau du prestige des titres, le titre intercontinental est à 85, qui est détenu par Kevin Steele. Le titre, d'ailleurs, au niveau du track prestige, parce que c'est important aussi, on stabilise. Le titre féminin est à 70 par Jetta, qui stabilise aussi depuis 3 mois. Le titre mondial de la All Elite Wrestling est détenu par Chris Benoit, 2 fois champion, qui continue à maintenir le prestige de la ceinture. Le titre par équipe des 2 fois champions, Chloé Castagnoli et Bobby Roode, là aussi, écoutez, on est plutôt pas mal, avec un 85 de prestige qui se maintient depuis 4 mois. Le titre TBS est vacant, le titre TNT est à 82, détenu par Kevin Steele également, et vous le voyez, on stabilise le prestige du titre par rapport au mois dernier, ce qui est quand même une très bonne chose. J'espère que cette vidéo vous aura plu, les gens. Si c'est le cas, bien sûr, réalisez votre coup du chapeau, le like, l'abonnement, l'activation de la cloche. Ça mange pas de pain, c'est totalement gratuit, ça aide la chaîne au référencement, et nous on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo de sport. D'ici là, portez-vous bien, ciao, bye bye, et à la prochaine.